Et si la chute du front ne venait pas d'une attaque massive, mais d'un effondrement silencieux du cœur logistique? Imaginez Kharkiv, non pas comme une simple ville, mais comme le cœur battant du front, là où industrie et routes forment un réseau vital. Ici, chaque voie ferrée, chaque entrepôt, chaque usine n'est pas seulement une cible, mais une artère indispensable à la survie de tout l'Est. Depuis des semaines, une pression invisible s'intensifie. Les drones guettent sans relâche, les flux logistiques sont perturbés, les frappes visent avec précision les points vitaux. Ce n'est plus la guerre d'hier, faite de charges frontales, mais une guerre d'usure où l'invisible ronge chaque fonction essentielle. Ce qui paraissait impossible semble prendre forme, atteindre le centre névralgique, là où se décide la capacité de résister. Kharkiv, autrefois perçu comme inatteignable, vacille sous les coups répétés d'une guerre silencieuse. Le médaillé s'est réveillé, annonçant des conséquences que beaucoup redoutaient. Non seulement la paralysie des lignes d'approvisionnement, mais aussi la menace d'un effondrement total du front. Pour les habitants, chaque nouvelle coupure annonce la peur, l'incertitude, la perte du quotidien. Pour l'armée, c'est une question de vie ou de mort. La capacité de tenir dépend désormais de ce mécanisme logistique en train de faiblir. Ce qui risque d'être perdu? Bien plus qu'une ville. C'est la stabilité du front, la sécurité de centaines de milliers de civils et l'équilibre de toute la région qui sont en jeu. Une défaillance ici pourrait bouleverser la donne jusqu'aux portes de l'Europe. Mais d'où naît cette menace invisible et comment agit-elle dans l'ombre? Pour comprendre, il faut pénétrer la mécanique cachée de ce siège moderne. Regardons maintenant comment cette guerre de l'ombre s'organise concrètement. À quels signaux subtils on peut repérer la main qui resserre l'étau sur Kharkiv? Kharkiv, simple point sur la carte ou véritable centre nerveux de tout un système? À première vue, la ville n'est qu'un nom parmi d'autres, posé à proximité de la ligne de front. Mais en réalité, Kharkiv est l'artère vitale où convergent routes, rails, flux industriels et humains. Un immense carrefour où tout ce qui compte pour la guerre passe, circule, renaît ou s'effondre. Imaginez un réseau de routes et de voies ferrées qui irriguent toute la région. Ici, le trafic de munitions, de carburant, d'équipements et de troupes ne s'arrête jamais. C'est à Kharkiv que l'on répare, que l'on reconstruit, que la machine de guerre retrouve son souffle. Les usines font revivre les blindés, les ateliers réparent les moteurs, les entrepôts réapprovisionnent sans relâche le front. Chaque camion, chaque wagon, chaque colonne dépend du bon fonctionnement de ce centre logistique. Pourtant, derrière ce balai industriel, la ville semble presque paisible. Le calme apparent masque une réalité bien plus fébrile. Une guerre invisible s'y joue jour après jour, non plus pour conquérir des quartiers de briques, mais pour désactiver les fonctions vitales du mécanisme entier. Dans la guerre moderne, il ne s'agit plus de planter un drapeau sur une place, mais de paralyser les flux, routes, énergie, logistique, communication. Un coup porté à une sous-station électrique, à un dépôt de carburant, à un nœud ferroviaire, et c'est tout l'édifice qui vacille. Kharkiv n'est donc pas seulement une ville à défendre, perdre ce nœud logistique, ce serait briser la colonne vertébrale du front tout entier. C'est l'effet domino garanti. La panne d'un atelier retarde la livraison de blindés, un pont coupé isole des bataillons entiers, et chaque rupture dans la chaîne logistique épuise peu à peu les capacités de résistance. Ici, le véritable enjeu dépasse la simple occupation du territoire. Il s'agit de maintenir en vie un système, un courant vital, sans lequel ni l'armée, ni la population, ni l'équilibre régional ne peuvent tenir. C'est pourquoi Kharkiv attire désormais toutes les attentions, bien au-delà de l'Ukraine. Alors, comment cherche-t-on à faire tomber un tel centre sans assaut frontal? Quelles armes et quelles stratégies sont mobilisées pour paralyser ce mécanisme complexe? Dans la séquence suivante, découvrons comment chaque attaque ciblée, chaque sabotage, vise précisément à faire s'effondrer ce système central et quels leviers sont actionnés pour y parvenir. Et si la rupture d'une simple ligne de chemin de fer pouvait affamer tout un front? Ce n'est pas une métaphore. Chaque rail, chaque pont, chaque sous-station énergétique autour de Kharkiv est devenu un maillon critique d'une chaîne dont dépend toute la ligne de front à l'est. Ici, la guerre ne se joue plus sur la prise de quartier,
mais sur la capacité à couper, détourner et épuiser le système qui maintient la ville et l'armée en vie. Les attaques se concentrent désormais sur les infrastructures vitales, les sous-stations électriques pulvérisées par des frappes de précision, les dépôts logistiques explosés en pleine nuit, les ponts dynamités pour couper le flux continu de matériel. À chaque coup porté, c'est le volume des transports qui s'effondre. Les trains ne passent plus, les camions se voient contraints à des détours longs et coûteux, transformant la logistique en parcours du combattant. Sur le front, les conséquences sont immédiates. Les retards de livraison s'accumulent, les rotations de soldats s'effondrent, la fatigue s'installe. Une chaîne d'approvisionnement ralentit, ce sont des unités isolées, des munitions qui manquent, des blindés bloqués à l'arrière. L'effet domino ne s'arrête pas là. Les civils, eux aussi, paient le prix de cette guerre d'usure. L'hiver accentue tout. Les coupures d'électricité plongent les foyers dans le froid. Les files d'attente pour du bois ou du charbon s'allongent, tandis que la lassitude gagne les rues. Dans ces conditions, le moral décroît, les familles songent à fuir, et l'exode massif prend de l'ampleur. La pression psychologique devient insoutenable. La peur du lendemain, l'impossibilité de planifier, le sentiment d'abandon ronge peu à peu la vie quotidienne. Chaque semaine qui passe, le fil logistique qui relie Kharkiv au front devient plus ténu, plus vulnérable. Le système fonctionne désormais à flux tendu, chaque incident pouvant provoquer une paralysie soudaine. D'un côté, l'armée risque l'asphyxie opérationnelle et la perte d'initiative. De l'autre, les civils sont confrontés à la souffrance, la fatigue, le froid et l'incertitude permanente. Ce qui est en jeu dépasse la simple défense d'une ville. C'est la survie d'un front entier, la stabilité de la région et l'équilibre stratégique qui vacille à chaque coup porté à la logistique. Si la spirale continue, c'est tout l'édifice qui menace de s'effondrer. Mais jusqu'où cette pression peut-elle s'intensifier et quelle réponse reste possible lorsque la guerre s'attaque désormais aux fondations mêmes du quotidien? Et si la vraie chute n'était pas visible sur les cartes, mais ressentie dans chaque maison, dans chaque geste du quotidien? Imaginez un effondrement qui ne fait pas de bruit, une ville dont la vie s'effrite d'heure en heure, sans grand fracas, mais avec des conséquences qui se propagent bien au-delà de ses frontières. Quand les systèmes de secours sont saturés, ce ne sont pas seulement les services d'urgence qui flanchent. Les hôpitaux manquent d'électricité, les écoles ferment, les magasins se vident. Devant la pénurie, la population prend la route, cherchant à fuir non pas le feu, mais l'absence. Absence de chauffage, de travail, de futur. Cette migration silencieuse s'ajoute à la vague de réfugiés qui frappe déjà aux portes de l'Europe, alourdissant chaque jour la pression sur les infrastructures d'accueil, sur les économies fragilisées, sur le tissu politique du continent. L'Europe vacille sous le poids de ces flux humains et de la crise énergétique qui s'intensifie. Le gaz se fait rare, les prix montent, et les débats s'enflamment à Berlin, à Paris, à Varsovie. Les sociétés s'interrogent, les alliances se fissurent. Jusqu'où aller pour soutenir un front qui semble s'éloigner de la victoire? Le risque n'est plus seulement militaire, il devient social, voire existentiel. La cohésion européenne, si souvent mise à l'épreuve, est sur le fil du rasoir. Au même moment, à Washington, les regards commencent à se détourner du conflit vers l'Asie. Les stratèges américains, conscients de la montée des tensions autour de Taïwan, réévaluent leurs priorités. Les moyens, déjà limités, sont redéployés, laissant l'Europe et ses voisins face à leurs propres démons, moins soutenus, plus vulnérables. Dans l'ombre, la diplomatie s'agite. Des négociations secrètes se nouent, loin des caméras, explorant des compromis autrefois inacceptables. On murmure sur des redécoupages possibles, sur l'abandon de certaines positions, sur la réorganisation du paysage stratégique. La guerre change de visage. Moins visible, plus insidieuse, elle se joue désormais sur la capacité des systèmes à survivre à l'essoufflement. Kharkiv, dans ce contexte, devient le baromètre d'une nouvelle ère. La ville ne tombe pas en un jour, elle se vide, se mue, devient un laboratoire de la guerre systémique. Chaque coup porté à ses fonctions vitales résonne comme un avertissement. Ce n'est plus la conquête du territoire qui façonne l'histoire, mais la paralysie des mécanismes qui permettent à un pays de résister.
Le véritable enjeu, c'est ce que l'on risque de perdre. La cohésion de l'Europe, la crédibilité des alliances, l'équilibre militaire régional. Si Kharkiv s'effondre selon ce schéma, c'est tout un système qui vacille, et c'est le quotidien de millions de personnes qui basculent dans l'incertitude. Face à cette transformation silencieuse mais profonde, une question s'impose. Quels enseignements tirer de Kharkiv, et comment préparer nos sociétés à cette nouvelle réalité de la guerre? Préparer l'avenir commence par comprendre la mutation du conflit et les leçons offertes par Kharkiv, car la prochaine rupture pourrait survenir plus près qu'on ne l'imagine. Dans cette nouvelle guerre, la survie ne dépend plus seulement des armes, mais de milliers de choix quotidiens et d'une gestion systémique de la ville. Chaque interruption de courant, chaque embouteillage sur une route logistique, chaque journée sans chauffage ou réseau devient une bataille gagnée ou perdue bien avant les lignes de front visibles. Kharkiv nous enseigne une leçon cruciale. L'efficacité du démantèlement progressif dépasse souvent celle de l'assaut direct. Il ne s'agit plus de conquérir des rues par la force, mais d'affaiblir pièce par pièce tout ce qui permet au système urbain de fonctionner. En privant la ville de ses fonctions vitales, l'énergie, les transports, la réparation de matériel, on mine la capacité d'endurance de l'ensemble du front. La logistique n'est plus un simple soutien en arrière-plan. Ici, elle est devenue le front principal. Un convoi retardé, un dépôt de carburant détruit ou une centrale coupée, c'est toute l'armée à l'Est qui ralentit, qui doute. Mais au-delà des chiffres et des infrastructures, il y a l'essentiel, le moral des civils. Leur persévérance ou leur découragement influencent directement la capacité de la ville à résister. Une population qui tient, qui s'adapte, qui invente malgré les coupures, déjoue la stratégie d'isolement. Kharkiv impose ainsi un modèle inédit. Une doctrine stratégique fondée sur la neutralisation systématique des fonctions urbaines. Ce n'est plus une guerre d'attrition classique, mais un jeu d'échecs à grande échelle, où chaque sous-station, chaque entrepôt, chaque ligne de communication devient un pion décisif. Ce contexte oblige à repenser la défense, la gestion de crise et la communication. Protéger les infrastructures devient aussi vital que de tenir une tranchée. Informer sans paniquer, coordonner l'entraide, optimiser chaque ressource. C'est la nouvelle grammaire de la survie en zone de guerre. Ignorer ces leçons, c'est courir le risque de voir d'autres villes basculer de la même manière, avec à la clé un effondrement du front bien plus rapide qu'espéré. Ce que vit Kharkiv aujourd'hui pourrait devenir le quotidien de toutes les métropoles proches du front, si le modèle d'attaque systématique s'impose. Pour conclure, une interrogation demeure. Jusqu'où le système peut-il tenir avant de rompre, et que reste-t-il à défendre lorsque la ville n'est plus qu'un réseau fragmenté de fonctions vitales? Le silence qui s'est abattu autour de Kharkiv annonce-t-il une nouvelle ère où la patience et la méthode l'emportent sur la force brute? Ce n'est plus le vacarme des chars ou la furie des assauts qui dictent le tempo, mais la lenteur calculée d'une neutralisation invisible, presque silencieuse. Regardons la réalité en face. La neutralisation progressive de Kharkiv n'est pas une simple opération militaire. C'est un changement de paradigme. La guerre, désormais, se gagne ou se perd dans la capacité à priver une ville de ses fonctions vitales, logistique, énergie, industrie, sans forcément la réduire en cendres. Imaginez ce bouleversement. Si l'on ne comprend pas ce glissement, on risque de se préparer à la mauvaise guerre, à une confrontation d'un autre temps, pendant que l'ennemi, lui, attaque les artères invisibles qui maintiennent l'effort de guerre et la vie quotidienne. Kharkiv n'est pas qu'un point sur la carte. C'est le centre névralgique dont dépend l'équilibre de tout l'Est. Chaque panne d'électricité, chaque entrepôt isolé, chaque ligne de train coupée, c'est un pan entier du front qui vacille, loin du regard des caméras. Pour les habitants, la menace ne frappe pas seulement les murs. Elle s'insinue dans le quotidien. Coupures, rationnement, peur de l'hiver sans chauffage, incertitude sur l'avenir. Pour les décideurs, chaque défaillance pourrait précipiter non seulement la défaite sur le terrain, mais aussi des basculements politiques majeurs, selon des dynamiques qui dépassent largement Kharkiv. Ne pas saisir l'ampleur de ce bouleversement, c'est sous-estimer l'impact d'un effondrement invisible. Les sociétés qui n'y prennent pas garde risquent d'être surprises par une crise qui couve, sans explosion ni alerte,
mais dont les conséquences s'étendront bien au-delà de l'Ukraine, jusque dans les équilibres régionaux et même européens. Alors, et si la neutralisation de Kharkiv était en train de redéfinir toutes les règles du jeu? Le front se déplace, mais la vraie bataille se joue peut-être déjà ailleurs, dans la capacité à anticiper et à repenser la défense des villes modernes. À vous de réfléchir, de débattre. Assiste-t-on à la naissance d'un nouveau modèle de guerre où l'isolement stratégique compte plus que la conquête visible?